On est très, très, très heureux de vous accueillir tous les quatre. Il y a déjà 3 ou 4 questions qui ont trait à la recherche quand on a parlé des soutiens aux équipes de recherche qu'on vous donnera tout à l'heure. Il s'agit de l'interféron, du CRISP. Est-ce que les avancées sur la RNM vont bénéficier aussi à nos maladies? Bon, donc on va laisser maintenant la parole à... Allez-y, vous avez dû vous concerter, les 4 intervenants. On vous écoute, à vous la parole et merci encore une fois d'être là. Moi, je vais peut-être juste faire une introduction rapidement, puisque moi, je ne vais pas particulièrement présenter quelque chose. Je vais laisser Olivier présenter ce qu'il a en cours. Mais je vais juste rapidement vous dire que, comme vous le savez, enfin, comme je pense beaucoup d'entre vous le savent, mon laboratoire est en cours de déménagement entre Strasbourg et Lyon. Et Question. Vous pouvez depuis... juste vous présenter pour ceux qui vous Ah, connaissent. pardon. Pas grave. Hélène Puccio, donc directrice de recherche à l'INSERM, et je travaille depuis plus de 20 ans sur la taxi Friedreich dans un laboratoire fondamental. Voilà, donc mon laboratoire enfin, je suis en cours de translation de mon laboratoire de Strasbourg à Lyon. Et en fait, ce que ça concrètement veut dire, c'est que Olivier et quelques-uns d'autres, mais Olivier, le dernier, à rester encore là-bas, sont restés à Strasbourg pour terminer leur projet là-bas et terminer les projets en cours. Donc, Olivier a soutenu sa thèse en septembre et est resté depuis septembre en tant que postdoc pour terminer justement ce qu'il va vous présenter. Et pendant ce temps, une partie du laboratoire est venue à Lyon avec moi, et puis j'ai recruté de nouvelles personnes à Lyon, et on a dû remonter le laboratoire à Lyon. Ça veut dire remonter les colonies de souris, remonter, enfin, tout remonter, voilà. Donc, malgré l'année difficile pour nous tous avec la situation sanitaire, on a pris pas mal de retard, mais je suis contente de vous dire que voilà, ça y est, maintenant le laboratoire à Lyon est entièrement fonctionnel. Et en fait, on a perdu le moins de temps possible parce qu'Olivier a été gentil de rester à Strasbourg pour continuer à faire tourner les projets aussi. Donc voilà, je serai là pour répondre aux questions, mais je vais passer la main à Olivier qui présentera ses résultats. Ok, bon, merci beaucoup de m'avoir proposé de parler aujourd'hui. Donc, comme disait Hélène, je suis Olivier, j'ai fait ma thèse dans son laboratoire donc à Strasbourg. J'ai travaillé dans ce laboratoire pendant plus de 4 ans, on va dire que c'est la 5e année. Et donc, je vais directement partager mon écran pour vous parler de mon projet. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Ou quelqu'un peut me répondre? Ça va. Tu es en train C'est bon, d'apparaître. ouais. Oui, oui. C'est bon. Ok, et on m'entend bien? Très Très bien. bien. Ok, super. Donc, moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle un modèle cellulaire. Ça veut dire que bon, il y a des personnes qui travaillent sur des animaux, donc sur des souris. Moi, c'est vraiment au niveau de la cellule. Et donc, je vais un peu vous expliquer ce que j'ai réalisé pendant mon projet et de thèse et ce que je fais actuellement. Puisque, comme l'a dit Hélène, je poursuis en postdoc, ça fait 7 mois maintenant, parce que je tenais vraiment à finir les choses que j'avais commencées. Et donc, on va y aller. Donc, j'ai beaucoup simplifié, mais forcément, si vous avez des questions pour des choses que vous n'avez pas compris, pour aller en détail dans certains aspects, vous pouvez me demander après. Voilà. Et si pareil, si c'était pas assez simplifié, si des choses que vous n'avez pas compris, bah, je peux réexpliquer différemment. Donc, pour vous parler de cellules, il faut tout remettre dans le contexte. Donc, un organisme est composé de plusieurs organes qui sont de l'ordre du centimètre, et c'est dans ces organes qu'on va trouver les cellules. Si on va un peu plus près, on a les tissus dans lesquels on voit ici les cellules, donc c'est l'ordre du millimètre. Et donc, quand on zoome encore un peu plus, on aperçoit des cellules du coup. Et il y a différents types de cellules dans le corps. On va avoir par exemple les cellules nerveuses qui sont dans tous les tissus nerveux comme le cerveau, ou les cellules de muscles qui sont du coup dans les muscles, ou ainsi que le cœur. Et donc dans la cellule, on retrouve plusieurs composants, et le plus connu est le noyau, dans lequel on a le support de l'information génétique avec l'ADN. Donc nos cellules, c'est environ 10 à 100 micromètres, et il y en a 60 milliards dans le corps humain. Donc nous, on travaille, sur mon projet, on travaille essentiellement sur des cellules, des neurones. Et les neurones qui sont touchés primairement dans l'ataxie de Friedreich, c'est au niveau, à côté de la moelle épinière.
vous avez les DRG, ce sont ces petites structures qu'on retrouve de part et d'autre de la moelle épinière et dans lesquelles on va trouver les neurones sensitifs. Et donc, c'est vraiment sur ces neurones-là que j'ai travaillé. Alors, bien sûr, sur les neurones de souris et pas ceux d'humains. Donc, quand on fait une coupe de ces ganglions, donc on appelle ça des DRG, pour ganglions dorsaux rachidiens, quand on fait une coupe, on voit toutes les cercles. Ici, ce sont les neurones, les neurones sensitifs euh, coupés. Et en fait, dans les DRG, on a 3 types de neurones sensitifs. Donc, vous avez certainement entendu parler des neurones nociceptifs, c'est tout ce qui fait la perception de la douleur et de la température. Et on a aussi les mécanoréceptifs, c'est tout ce qui est propre au toucher, à la pression. Et donc, dans l'ataxie de Friedreich, les neurones sensitifs qui sont primairement affectés sont les proprioceptifs, qui vont percevoir tout ce qui est la position des membres dans l'espace. Et c'est très important, par exemple, pour l'équilibre. Et du coup, quand on regarde un neurone sensitif, comment il est constitué, on a ici une partie centrale qu'on appelle le corps cellulaire, qui ressemble à ce que je vous ai montré juste avant. C'est en fait la partie où il y a la majorité des éléments de la cellule, avec notamment le noyau et donc l'ADN dedans. Et après, il y a des longs prolongements qui vont en fait conduire l'information des récepteurs vers la moelle épinière. Et donc, on appelle ça, ces prolongements, on les appelle les axones. Et au bout, il y a des terminaisons qu'on appelle les synapses. C'est ce qui vont transférer l'information entre les différents neurones. Et ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que dans les DRG, en fait, on a les cercles que vous voyez ici, en fait, ce sont les corps cellulaires. Et les prolongements, ils vont ensuite conduire l'information de part et d'autre du DRG. Donc, pour étudier ces neurones, ce qu'on cherche à savoir, c'est quel est l'effet du manque de la frataxine pour ces neurones, puisqu'on sait que ces neurones sont particulièrement sensibles à la perte de frataxine, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, dans l'équipe, enfin, en tout cas, on n'est pas sûr de pourquoi. Dans l'équipe, on a divers projets. Il y a une partie de l'équipe qui travaille sur la souris, donc on parle du travail in vivo. Et bon, moi, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais peut-être pour ceux qui ont été là les éditions précédentes, vous avez entendu parler de la souris parvalbumine qui a souvent été présentée par Hélène et d'autres collègues. Et moi, je travaille en culture, c'est-à-dire que en fait, je récupère des cellules de l'animal que je mets en culture et donc on appelle ça du travail ex vivo. C'est du tissu vivant qui a été sorti de l'animal et pour être étudié en dehors de l'animal. Et donc ça a quelques avantages et notamment, on va avoir le moyen d'isoler une grande quantité de neurones et donc avoir des extraits enrichis en neurones par rapport à la souris. Donc ce que je fais, c'est que je récupère du coup les neurones sur les souris. Alors là, on peut voir des images de ces neurones au microscope qui ont été colorées avec différentes choses. Mais si vous voyez, pour rappeler ce qu'on voyait tout à l'heure, on a bien une partie circulaire qui est le corps cellulaire. Et ce que vous voyez tout autour, tous les petits fils, c'est en fait les axones qui sont là. Ils ne sont pas organisés puisqu'ils ne sont pas dans le corps de la cellule de la souris. Ils sont vraiment dans une plaque de culture. Donc, ils poussent un peu n'importe comment. Donc, on voit vraiment qu'il y a comme un réseau de fils, un réseau d'axones. Et du coup, ça, c'est à quoi ressemblent les neurones en culture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des neurones qui ont une frataxine exprimée normalement, qu'on dit des neurones non malades, et on aura des neurones malades qui n'ont plus de frataxine. Et le but, ça va être de comparer les deux types de culture. Ça, on peut savoir quel est l'effet de la perte de la frataxine sur ces cellules. Et donc, ça nous permet de comprendre un peu ce qui se passe également chez l'humain quand il y a une baisse de cette protéine dans ces cellules. Et donc, ce que j'ai regardé, c'est par exemple l'état général des neurones. Est-ce qu'ils sont plus ou moins affectés leur survie? Est-ce qu'ils ils ont du mal à pousser, etc. Et également l'état des mitochondries. Alors, les mitochondries, pour faire simple, c'est la centrale énergétique de la cellule et c'est une chose des cellules qui est souvent mise en cause dans les cellules en absence de frataxine. Euh, pour diverses raisons, je ne vais pas détailler. Mais en tout cas, c'est un intérêt réel de comprendre comment vont ces mitochondries dans ces neurones. Et la mitochondrie, ça ressemble à ça. Je ne sais pas pourquoi elle bouge. Ok, je ne sais pas pourquoi elle bouge, mais bref. Ok, donc, pour récupérer ces cellules de DRG, je récupère du coup les DRG directement sur les souris. Et je ne vais pas travailler sur des souris adultes. Moi, je travaille sur des embryons de souris. Donc, ça ressemble à ça. Enfin, l'embryon fait environ 1 centimètre, un peu plus de hauteur. Et je vais récupérer sa moelle épinière. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment la moelle épinière. Et sur les côtés, toutes les boules qu'on voit ici sont les DRG. Et en fait, je récupère seulement les DRG. Et après, avec un protocole de culture, on arrive à les mettre en culture, les neurones qui sont à l'intérieur de ces DRG.
Et à la fin, ça ressemble à ça. Donc ça, vous avez déjà vu tout à l'heure, c'est juste une autre photo. Donc avec les corps cellulaires qu'on voit ici bien ronds et les axones qui sont organisés en réseau comme ça. Et donc, comme je vous le disais, il y aura des neurones mutés, malades, et des neurones sains. Donc l'objectif du travail sur ce nouveau modèle, on parle de nouveau modèle, mais ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on travaille dessus, c'est comprendre la cause de la dégénérescence des neurones sensitifs dans l'ataxie de Friedreich. Pourquoi ces neurones-là sont sensibles à la perte de la frataxine? Pourquoi ils sont particulièrement touchés? Et peut-être identifier des mécanismes protecteurs, c'est-à-dire des mécanismes de défense qu'utilisent ces neurones pour survivre dans des conditions de baisse de frataxine. Et un intérêt qui est vraiment réel, c'est également de trouver des molécules, ou alors on parle de, enfin, quand on dit molécules, c'est a fortiori des traitements, qui permettraient d'aider ces neurones à survivre et fonctionner normalement en absence de frataxine. Et donc pour ça, on a développé une stratégie de criblage de molécules dont je vais parler un peu plus tard. Je vais y revenir. Donc d'abord, la première chose qu'il a fallu que je fasse, on savait qu'on avait ces cellules de DRG. Les cultures, elles étaient jolies, on arrivait à les maintenir en culture. Maintenant, il fallait valider que le modèle est compatible avec l'étude de l'AF, c'est-à-dire, est-ce que ces cellules sont représentatives de ce qu'on voit dans les cellules des patients Friedreich. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il nous fallait valider. Et le premier, c'est bien valider qu'ils sont bien malades, c'est-à-dire qu'ils ont une perte de frataxine efficace. Donc, dans ces conditions, nous, on a souhaité avoir des cellules qui n'expriment pas du tout la frataxine pour avoir un phénotype, enfin, pour avoir oui, ben, un phénotype, un aspect des cellules plus sévère, on va dire, qu'elles soient plus affectées. Et donc, ce qu'on a validé ensuite, c'est qu'elles ont les caractéristiques de l'ataxie de Friedreich, telles que la perte des centres fer-soufre. Donc ça, pareil, je ne vais pas détailler, mais en gros, ce sont des composés chimiques qui sont très faiblement produits dans les cellules Friedreich. Et donc, c'est aussi le cas dans ces cellules, donc ça, c'est validé. Ça a affecté l'activité des mitochondries. Donc, ces cellules ont du mal à produire de l'énergie. Donc, ça, c'est également validé. Il y a également dans ces cellules une accumulation de fer mitochondrial. Ça, c'est certainement quelque chose dont vous avez entendu parler. C'est également un marqueur très répandu des cellules de Friedreich, et également une augmentation du stress oxydant. Et donc, avec ces 5 conditions, on a validé que ce modèle représente bien les aspects cellulaires de l'AF, et donc on peut bien s'en servir pour étudier l'ataxie de Friedreich. On peut bien donc passer à la suite. Et donc, avec ce modèle, j'ai essayé de regarder plusieurs choses. Qu'est-ce qui pourrait être également affecté dans divers aspects, trouver des nouvelles voies qui sont affectées pour essayer de comprendre pourquoi ils sont particulièrement touchés en absence de frataxine. Donc, la première chose que je vais vous montrer, qui est un résultat assez intéressant, mais qu'il faut prendre avec des pincettes, bien sûr, puisque là, on parle de neurones de souris dans des boîtes de culture avec des pourcentages très faibles en frataxine. Donc, on ne peut pas tout extrapoler à l'humain, mais dans ces conditions-là, vous regardez en blanc, ce sont les versions non mutées, les neurones sains, et en gris, les neurones malades. Et ça, c'est le nombre de cellules qu'on a dans nos cultures. Et on voit que entre les sains et les malades, il n'y a pas de différence de nombre au cours du temps. Ici, ce sont les jours, donc 3 semaines en culture, donc 2 semaines sans frataxine, jusqu'à 1 mois. Et on voit qu'il n'y a pas de différence de nombre, ce qui veut dire que dans le temps qu'on a choisi, qui n'est pas un temps extrêmement long, mais quand même en culture, c'est assez significatif, il n'y a pas de mort sévère des neurones en absence totale de frataxine. Et ça, c'est assez intéressant. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ici, vous avez la taille des corps cellulaires, donc la taille des cercles que je vous ai montré, pas des axones, mais vraiment des cercles au cours du temps. Et pareil, en blanc, c'est les non mutés, en gris, c'est les mutés, qu'on appelle chaos, on dit en passant, mais je ne vais pas détailler. On voit que ces neurones, ils poussent au cours du temps et qu'après 3 semaines, ils ont atteint leur taille maximale. Et on voit que la taille maximale des neurones mutés est inférieure à celle des neurones non mutés. Donc, en d'autres termes, la perte de frataxine va avoir un effet sur la croissance des corps cellulaires, en tout cas sur l'aire finale des corps cellulaires. Et en fait, quand on regarde au microscope du dessus ou du côté, on voit en effet qu'entre les non mutés et les mutés, on a clairement une différence de taille et voilà, une différence de volume. Elles ont un tout plus petit volume que les versions non mutées. Donc ça, c'était un résultat qui m'a vraiment intéressé et sur lequel je me suis penché et j'ai essayé de comprendre d'où ça pouvait venir et donc comprendre tous les aspects moléculaires qui pouvaient entraîner cette différence de taille. Et je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, mais
on en a un peu avancé sur la question, on a une bonne idée de qu'est-ce qui pourrait causer ça. Maintenant, la chose dont je vais vous parler, c'est un projet qui m'a vraiment tenu à cœur. Je voulais me servir de ce modèle parce que c'est quand même un modèle qui est très joli. On a vraiment, comme je vous ai montré, on récapitule toutes les étapes de la taxifrage, tous les marqueurs connus au niveau cellulaire. Donc, c'est des neurones qui sont assez représentatifs de la maladie. Du coup, je voulais m'en servir pour essayer d'identifier, pourquoi pas, des molécules qui pourraient être intéressantes, qui pourraient avoir un effet positif sur ces cellules. Et donc, on parle de criblage. En fait, c'est qu'on va passer une grande quantité de molécules sur ces cellules et essayer d'arriver à retenir une ou plusieurs molécules qui ont un effet thérapeutique, qui sont intéressantes. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces cellules, on les met dans des supports de culture qui sont assez particuliers. Donc, ça, c'est une plaque qu'on appelle plaque 96 puits. Donc, il y a 96 puits dedans. Et c'est assez petit. Chaque puits fait 0,3 cm². Donc là, la plaque en fait environ 12 cm de large. Donc, vous voyez, c'est pas, chaque puits est vraiment tout petit. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on va mettre des cellules dans tous ces puits. Mais à chaque fois, dans chaque puits, on va mettre une molécule différente. J'allais dire au hasard, c'est pas vraiment au hasard, mais on passe une grande quantité de molécules sans forcément avoir de, de- de- d'idée de quelle molécule va avoir un effet. On va plutôt en passer une grande quantité. Et il faut trouver un moyen de pouvoir dire, ah ben celle-là, elle a eu un effet, ou celle-là, elle a eu un effet, pour qu'on puisse la sélectionner et ensuite continuer les étapes, étudier cette molécule en plus en détail. Et donc, voilà, comme je dis ici, si une molécule est bénéfique pour les neurones, alors elle est retenue et on va poursuivre son étude. Et donc, pour pouvoir étudier beaucoup de molécules, il nous faut beaucoup de plaques. Et bon, là, il y en a pas énormément, mais en fait, là, je suis en train de passer un total de 1500 molécules. Et dans les 1500, on espère qu'il y en a quelques-unes qui auront un effet intéressant. Et donc, ça représente plutôt 120 plaques comme ça, plutôt que la pile que j'ai faite. En tous les cas, pour réussir à faire ce criblage, il y a plusieurs étapes qu'il faut absolument remplir. La première, c'est de réussir à cultiver ces neurones dans des plaques 96 puits, et c'était, on va dire, le challenge principal, puisque c'est des cellules qui ne sont pas faciles à cultiver et surtout pas faciles à conserver longtemps. Parce que moi, pour mon projet, il faut que je puisse les garder pendant un mois dans ces plaques de culture. Et elles sont assez capricieuses, elles n'aiment pas trop rester dans ces petits puits. Et du coup, c'était assez compliqué, mais ça a été, enfin, on a réussi à trouver un protocole pour que les cultures soient bien stables dans ces plaques et bien propres. Ensuite, trouver un moyen d'identifier si une molécule est bénéfique ou non. Donc ça, je vous le dis juste avant. En fait, c'est, il nous faut un moyen assez facile et assez direct et assez, enfin, je vais dire propre, ça veut dire très reproductible. Il faut que quand on ait un effet, qu'on soit sûr que ce soit quelque chose de validé, qu'on n'ait pas de doute sur l'efficacité d'une molécule. Et donc, j'ai choisi deux paramètres qui vont systématiquement être regardés à chaque fois qu'on met une molécule. C'est la taille des cellules, parce que je vous ai montré qu'ils étaient plus petits, les neurones malades, et le stress oxydant. Alors là, les graphes, ils sont un peu compliqués, mais on ne va pas détailler. Juste, si vous voyez ici, euh, c'est juste pour montrer que le système, il arrive à voir quand on a un rétablissement partiel de la taille. Là, en fait, le médicament que j'utilise ici, c'est bien sûr le médicament parfait, c'est la frataxine elle-même. Et on voit que quand je mets des petites portions de frataxine, ben, petit à petit, la taille, elle redevient comme chez les neurones non mutés. Donc, ça veut dire que le système, il permet en effet de mesurer un rétablissement partiel ou total d'un paramètre dans ces cellules. Et c'est pareil pour le stress oxydant. À la base, il est élevé chez les neurones mutés. Et quand on donne ce médicament qui est la frataxine, on voit qu'on a progressivement une baisse. Donc, on arrive également à détecter ce changement dans l'état du stress oxydant chez les cellules. Donc, voilà. Euh, Maintenant, ce qu'il faut faire également, c'est automatiser au maximum, puisque ce qu'on veut, c'est que tout soit fait de la manière la plus propre possible, que chaque puits soit traité exactement comme le puits voisin pour que on puisse être sûr, comme je disais, qu'une molécule a eu un effet et que ce n'est pas juste un artefact, que ce n'est pas juste quelque chose qui n'a pas enfin, qui n'est pas fondé, on va dire. Et donc, pour automatiser au maximum, on utilise un robot. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo. Est-ce que ça bug ou pas, mais en tout cas, ça, c'est le robot qu'on a à l'IJBMC, dans ce qu'on appelle la plateforme de criblage. C'est un robot qui va automatiquement prendre les plaques, faire les changements de milieu,
Et en fait, il remplit, à part la dissection et la mise en culture, que je fais moi, on va dire qu'il fait à peu près tout le reste. Comme ça, tout est traité exactement pareil. Il n'y a plus l'intervention de la main humaine qui introduit trop de variabilité. Là, c'est vraiment, tout est fait exactement pareil et c'est beaucoup plus propre. Et c'est plus rapide également. Et vu que ce sont des cellules qui sont sensibles, c'est beaucoup plus doux également avec les cellules et c'est ce qui a permis notamment d'avoir des cultures bien stables. C'est utiliser ce robot. Donc ça, automatiser au maximum, ça a été fait aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est passer toutes les molécules au crible. Donc passer une par une les 1500 molécules et voir s'il y en a une qui a un effet ou pas. Et donc là, pour l'instant, il y en a 1000 qui ont été passées. Donc alors pareil, c'est un projet qui a été décalé avec le Covid et l'écriture de la thèse et compagnie. Donc je suis resté après ma thèse pour faire ce projet-là que je n'avais pas pu démarrer. Je n'avais pas pu le lancer. En fait, j'avais tout préparé sauf la fin, quoi, sauf lancer le crible. Et donc du coup, j'ai pour l'instant passé 1000 molécules. Là, il y en a 500 qui sont encore en cours. Les cellules sont en ce moment en train de pousser. Et je peux déjà vous dire que sur les 1000 molécules, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Bon, bien sûr, à- on a pris une sélection large, on va dire, pour essayer de viser large et pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Donc, il y en a quelques dizaines qu'on a retenues et que je vais passer une deuxième fois avec plusieurs doses pour essayer de voir si l'effet qu'on a observé est confirmé et si on arrive à l'augmenter ou à le réduire en fonction de la dose qu'on utilise. Donc voilà, comme je disais, j'ai fait une sélection large. Il y a quelques dizaines de molécules que j'ai retenues qui sont en phase de validation et dans quelques semaines, je saurai si ces molécules ont un effet. Et puis parmi ces molécules, s'il y en a une ou deux qui ont un meilleur effet, on la resélectionnera, on refera des tests pour voir et puis voilà, si elle est intéressante, ça pourra peut-être continuer et être étudié plus amplement. Donc, affaire à suivre et j'espère que quelque chose de très intéressant va sortir de ça. Voilà, donc merci à tout le monde de votre attention. Bien sûr, je serai content de répondre à vos questions. Euh, voilà, bon, il y a eu plein de monde qui ont participé à ce projet, notamment toutes les plateformes au niveau du BMC, mais on n'aurait jamais réussi sans toutes les associations qui ont permis de financer le projet. Donc, il y a surtout la FAF qui a financé ma 4e année de thèse, la FRM qui a financé mes 3 premières années de thèse, et FARA, l'association américaine, qui finance tout le projet de criblage, justement, et les validations qu'il y aura à faire derrière. Bien, merci Olivier. Donc, il y a il y a déjà quelques questions. Vas-y Stéphane. Alors, donc il y a eu une première question, c'était quels étaient les critères de choix initiaux des molécules? Alors, en fait, on a pris une banque de molécules qu'on appelle FDA approved, ça veut dire qui ont été approuvées déjà par l'Agence américaine de santé, qui sont donc des molécules dont on sait qu'elles ne sont pas toxiques aux concentrations utilisées. Donc, c'est-à-dire que c'est des molécules, si jamais elles ont un effet intéressant, il n'y aura pas toutes les étapes de toxicité à repasser. On pourra aller directement dans des essais cliniques sans avoir à valider qu'elles peuvent être utilisées. Du coup, c'est assez intéressant de partir sur ce genre de molécules. Ok, une autre question. Donc, tu as dit dans la présentation que vous êtes rendu compte qu'il y avait un impact sur la taille en fait, des neurones. La question, c'était finalement quel est l'impact un peu médical du changement de taille entre les neurones qui étaient atteints et non atteints? Alors, au niveau médical, il faudrait d'abord le confirmer parce qu'on n'a pas d'informations sur la taille des neurones dans les patients, mais on pourrait imaginer que, vu que, enfin, ça c'est mon idée, si les neurones proprioceptifs chez l'humain sont les plus larges du DRG, c'est certainement pour une raison, ils ont besoin d'avoir une grande taille pour pouvoir avoir une activité correcte, et peut-être que si il se trouve que c'est validé et que chez les humains, leur taille est affectée, peut-être qu'ils ne sont plus en mesure d'assurer leur fonction comme ils devraient le faire. Donc, ça aurait un impact. Ok. Après, il y avait une question de Fabrice. Est-ce que vous avez pensé à cribler des associations de molécules? Alors non, pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est bien sûr quelque chose qui se fait énormément par les boîtes pharma, etc. Et c'est vraiment intéressant de combiner les effets de plusieurs molécules. Nous, pour l'instant, on essaie vraiment de chercher un point de départ. Et c'est vrai que si jamais on a deux petites molécules qui donnent un petit effet, la suite du projet, ce sera de les mettre ensemble et voir si elles ont un effet synergique. Ok. Après, il y a une question de Claudie. Est-ce que les cellules ataxiques proviennent de souris qui ont été rendues ataxiques partiellement? Alors non, parce que
bon, déjà, enfin, nous, on voulait avoir des cellules où on a vraiment plus de frataxine du tout, 0%. Et les souris qui ont 0% de frataxine, elles sont pas viables. Donc, déjà, on n'a pas pu les prendre par rapport à ces souris-là. Et ensuite, sur ce projet-là, on n'a pas fait ça, mais il y a d'autres cultures que j'ai essayées et qui vont certainement être poursuivies, où en effet, elles viennent des souris parvalbumines, dans lesquelles on aura dans les cultures seulement les neurones proprioceptifs qui seront atteints. Et c'est différents types de cultures, mais elles ont certainement un effet un peu moins intense, puisqu'il n'y a qu'un faible pourcentage des cellules qui n'ont plus de frataxine. Mais là, à la base, ces cultures-là, elles viennent vraiment de souris, on va dire, normales. Elles ne sont pas vraiment normales, puisqu'on a mis un système dedans qui permet d'enlever le gène quand on le veut. Et du coup, ces souris, elles n'ont aucun souci, elles n'ont aucune modification génétique majeure. Et quand on les met en culture, ensuite, on enlève le gène. C'est aussi pour que les neurones puissent s'attacher correctement, que la culture puisse démarrer correctement. Et ensuite, on enlève le gène pour voir ce qui se passe. OK. Ensuite, il y a une question de Maria. Si la frataxine est la molécule miracle, pourquoi est-ce qu'on cherche une autre molécule? Alors, ça, ouais, bien sûr, c'est la question. Donc, la frataxine, c'est la molécule miracle, mais c'est pas si évident que ça à amener dans les cellules destinatrices. Donc, bien sûr, vous avez tous entendu parler de la thérapie génique qui permet de faire fabriquer la frataxine directement par les cellules destinatrices. Mais on peut également amener la frataxine, la faire synthétiser en dehors et l'emmener, mais pareil, il faut produire des grandes quantités. Et alors, on cherche une autre molécule, non pas pour remplacer le traitement à la frataxine, c'est certainement parce qu'il n'y aura pas qu'un seul traitement et que toutes les molécules qui ont un effet bénéfique sont intéressantes à prendre. Et si on trouve une molécule petite, facile à produire, qui rentre facilement dans les cellules et qui peut remplacer l'action de la frataxine, c'est-à-dire jouer un rôle similaire et qu'on puisse la prendre sous une forme plus facile et en moins grande quantité que la frataxine, c'est très intéressant. Mais en fait, c'est pas qu'on essaie de faire quelque chose d'autre, c'est juste on fait, enfin, on n'essaie pas de remplacer un traitement à la frataxine, c'est on cherche une autre piste en parallèle, quoi. Maximiser les chances de trouver quelque chose d'intéressant. Il y en a beaucoup qui parlent de cocktails, de cocktails de médicaments. Nargis demande si on trouve des molécules de frataxine dans l'alimentation. Non, je crois pas. Je crois qu'il y en a dans certaines, il y en a dans les plantes, c'est sûr, mais je sais pas du tout si elle est absorbée. Je pense pas, non. Je pense que Olivier, on en trouve dans l'alimentation parce que la frataxine est dans toutes les cellules. oui. C'est une protéine essentielle pour tous les organismes, de la bactérie jusqu'à l'homme. Mais par contre, comme dit Olivier, elle n'est pas capable d'être absorbée. C'est-à-dire qu'on on va pas, la frataxine, elle va être dégradée, c'est une protéine, elle va être dégradée, on ne va pas pouvoir l'absorber comme ça. Mais je pense que Myriam nous parlera peut-être des essais thérapeutiques en cours où c'est une molécule, la frataxine qui est synthétisée et sur lequel on lui a mis une petite adressage pour qu'il puisse essayer d'aller dans les cellules. D'accord. Ensuite, je pense que la question suivante, je pense que c'est une question que tout le monde se la pose. Bonjour, à quand le médicament? J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question. Je peux pas. Bon. Ok. Oui, Fabrice demande si les travaux de Benoît Dautreo ne font pas déjà ce criblage. Je pense pas. Alors, Oui, vas-y. c'est pas le même criblage, mais ils font également un criblage, je crois, sur la drosophile, qui est très intéressant, puisqu'ils vont... En fait, c'est pas le même système, ils ne travaillent pas sur les mêmes cellules, ils ne travaillent pas dans le même système, mais ils essayent d'identifier des choses similaires à nous, c'est-à-dire des molécules qui vont permettre de se passer de la frataxine, en fait, d'avoir une molécule qui va remplacer l'action de la frataxine. Donc, non plus il ne s'agira pas de ramener la frataxine, mais d'amener autre chose qui remplace l'activité de la frataxine. Et du coup, je suis très intéressé de savoir ce qu'ils vont découvrir parce que ce sont typiquement des molécules, si eux ils trouvent, qu'on pourra tester nous aussi dans notre système après pour valider que ça marche dans plusieurs contextes. Bien sûr. Donc, ce n'est pas le même criblage, mais on cherche à répondre à la même question. En fait, on est en contact avec Benoît, mais Benoît, il fait un premier criblage qui est plutôt biochimique, et une fois qu'il identifie qui est biochimique pour essayer de justement trouver des molécules qui permettent de faire fonctionner la machinerie sans frataxine, qui vont ensuite après valider dans la drosophile. Et c'est vrai que ce serait intéressant peut-être que parmi son criblage, qui passe par nos cellules, qui sont quand même plus faciles que la drosophile,
mais ça serait peut-être un moyen de gagner un peu de temps pour lui. Ok. Bien, ben, merci infiniment. Donc, je pense que maintenant, c'est Claire ou Myriam. Je ne sais pas comment vous vous êtes. Claire. C'est Claire. Ok. Oui, pardon. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis donc Claire Evenchik. Je suis neurologue et je travaille à la Pitié-Salpêtrière dans le centre de référence maladies rares avec Alexandra Dur. Et donc, en fait, on fait effectivement une présentation avec Myriam où moi, je vais d'abord parler en fait de ce qui se passe à la Pitié-Salpêtrière dans l'ataxie de Friedreich au niveau de la recherche clinique. Et puis ensuite, Myriam enchaînera pour remettre ça dans un contexte beaucoup plus global des essais dans le monde. Voilà, donc je commence donc. Donc Alexandra Dur ne pouvait pas être présente et c'est moi qui fais cette présentation. Et du coup, je voulais en profiter pour vous faire aussi rapidement une présentation donc, du centre de référence neurogénétique. Donc il s'agit d'un centre de référence maladies rares avec un site coordinateur à la Pitié-Salpêtrière et d'autres sites qui sont des sites qu'on appelle constitutifs ou compétents en France, en région, adultes et enfants. Voilà, donc bon, c'était pour l'introduction sur le centre de référence. Et donc, notamment, ce qui peut vous intéresser, c'est qu'on met également sur ce site les essais sur lesquels on travaille dans l'ataxie de Friedreich et aussi pour les autres maladies du centre de référence. Et c'est mis à jour à peu près 2 fois par an. Donc, ce n'est pas toujours 100% à jour, mais globalement, il y a des infos. Et il y a aussi une adresse mail de Caroline, qui est notre chargée de mission du centre de référence et qui peut aussi répondre à des questions. Il y a aussi les adresses des attachés de recherche clinique qui s'occupent des études qu'on peut également contacter sans problème. Je voulais refaire un petit rappel sur les acteurs de la recherche clinique. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'organismes et d'acteurs dans la recherche clinique. Il y a le promoteur, qui est la personne physique ou morale à l'initiative du projet et qui a aussi la responsabilité. Il y a le centre investigateur, qui est le centre qui dirige et surveille la réalisation de l'essai sur un lieu. Et quand c'est une étude multicentrique, on va parler d'un coordonnateur, investigateur coordonnateur, qui est l'interlocuteur du promoteur. Et on a ensuite, pour chaque site, un investigateur principal. Et il y a aussi bien sûr les patients qui sont des acteurs très importants puisqu'ils participent. Il y a aussi les sponsors, les parrains, ceux qui financent, qui peuvent être des sponsors académiques ou institutionnels, des fondations ou des associations, et bien sûr également des laboratoires privés. Tous les autres cercles sont des organismes de régulation, et comme vous voyez, il y en a beaucoup. Je voulais également vous faire un petit rappel sur les différents types de recherche clinique. Donc là, on a vu tout à l'heure la recherche fondamentale. Et ensuite, quand on passe sur la personne humaine, on parle de la recherche clinique. Elle est réglementée, la recherche clinique, par la loi qui s'appelle loi Jardé. Et globalement, toutes les recherches qui ont pour objectif de diagnostiquer, traiter ou prévenir la maladie sont sous la loi Jardé. Un autre type de recherche, hors loi Jardé, c'est la recherche en sciences humaines et sociales. Alors, ces recherches-là, elles ont pour objectif d'expliquer les comportements et aussi d'améliorer les accompagnements en dehors des médicaments. Je trouvais ça intéressant de mettre aussi la recherche en sciences humaines dans ce cadre de la recherche clinique. Donc, pour revenir sur la recherche sur la personne humaine, il y a 2 grands types de recherche. C'est la recherche interventionnelle. Là, on va tester des médicaments ou des dispositifs. Et la recherche non interventionnelle, c'est ce qu'on peut appeler aussi la recherche observationnelle sur des données. On va observer. La recherche interventionnelle, elle est de plusieurs types. Cela peut être une phase 1, une phase 2 ou une phase 3. Je pense que vous êtes assez familier avec tout cela, mais je pense que c'est intéressant juste de faire un petit rappel parce qu'ensuite, ce qui va découler, on va vous parler d'essais de phase 2, de phase 3, etc. Donc, juste un petit rappel
Pour ceux qui ne sont pas familiers, la phase 1, c'est une étude de toxicité. C'est une étude où on va prendre déjà, c'est sur un petit nombre de sujets sains, des volontaires, auxquels on va donner la molécule et on va regarder comment elle se distribue dans l'organisme, comment est-ce qu'elle est éliminée, en combien de temps et quelles sont les différentes doses qui sont tolérées, par exemple. La phase 2, c'est sur un petit nombre de patients où on va regarder cette fois, parmi les doses qui étaient suggérées par la phase 1, quelle serait la dose optimale qui donne le moins d'effets secondaires et d'essayer de dessiner les protocoles de la phase 3, qui sera cette fois une étude à grande échelle avec un grand nombre de patients. Et cette fois, on doit la contrôler, c'est-à-dire qu'il faut comparer la nouvelle molécule avec quelque chose en référence, soit c'est un traitement de référence quand il existe, ou bien c'est un placebo. On parle d'études contrôlées. Donc, dans le cadre des études interventionnelles à la Pitié-Salpêtrière, on a plusieurs études qui seront soit en cours, soit terminées, soit à venir. Je vous parlerai un petit peu de Speech Attacks, qui est en cours, de Frames, qui est terminé, et Nicofa, qui est à venir, et Mouvefa, ce sera plutôt Myriam qui en parlera. Mais c'est à venir parce qu'on participera vraisemblablement à cette étude. En ce qui concerne la recherche non interventionnelle, c'est-à-dire observationnelle, vous connaissez tous EFACT, auquel notre site participe, et je vous dirai un mot d'une autre étude qui s'appelle CARFA. Ah oui, ça va ensemble. L'objectif des recherches non interventionnelles, il est extrêmement important, c'est d'optimiser les recherches interventionnelles. Ça, je vous en dirai un mot avec quelques données sur l'étude EFACT. Enfin, pour terminer, donc, la recherche en sciences humaines et sociales, elle est d'un ordre tout à fait différent, puisque ici, on ne cherche pas à expliquer par des phénomènes chimiques ou biophysiques des effets, mais plutôt à réfléchir des influences sociales, environnementales sur des comportements. Et donc, ça regroupe des champs de disciplines extrêmement variés, comme la philo, la psychologie, la sociologie, l'histoire, etc. Et donc, je voudrais dire un petit mot d'une étude en sciences humaines et sociales qui se déroule actuellement à la Pitié-Salpêtrière, qui s'appelle DIRAGEN. Alors, un petit mot pour commencer sur EFACT. Donc, on va parler ici des recherches non interventionnelles. Donc, EFACT, c'est une grande étude européenne, de consortium européen, qui a de tous ces objectifs-là, notamment, en premier, c'est une grande base de données, un registre prospectif avec un suivi longitudinal des patients. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer la caractérisation clinique de la maladie, de mieux en comprendre les mécanismes et développer des approches thérapeutiques. Donc, c'est une étude avec de nombreux sites, notamment en Allemagne, Belgique, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et USA. Pour ce qui est du site parisien, donc, on a inclus 65 patients et 5 témoins sur la grande cohorte EFACT. Il y a actuellement l'accord de consortium qui est en relecture en Allemagne pour la suite. Donc, il y a déjà eu des très beaux articles qui ont été publiés grâce à cette cohorte EFACT, notamment dans le Lancet Neurology, qui est une revue très, très importante. Et on avait donc publié les données de baseline, les données de suivi à 2 ans. Il y a eu d'autres articles qui sont sortis, notamment pour caractériser certaines, pour préciser, aller plus dans le détail de la caractérisation du syndrome cérébelleux, par exemple. Donc beaucoup de recherches qui a déjà été publiées par EFACT. Et je voulais aller un petit peu plus dans le détail par rapport au dernier article, puisqu'il est publié en ligne depuis mars 2021. Donc, c'est vraiment tout récent. Et c'est la publication du suivi des 4 ans de la cohorte EFACT. Il y en a même possiblement parmi vous qui avez participé à ce protocole. Donc, je disais, l'objectif de ce type d'étude, c'est d'optimiser les essais thérapeutiques. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser les essais? On cherche à savoir comment aller le plus vite possible et être le plus efficace possible dans la recherche. Et il y a plusieurs façons d'aller plus vite. C'est de sélectionner les patients pour lesquels les indicateurs évoluent le plus vite
et sélectionner les tests qui évoluent le plus vite dans la maladie. Tout cela a pour objectif d'avoir à inclure le moins de patients possible. Ainsi, si on a besoin d'inclure moins de patients, eh bien, l'essai est beaucoup moins cher, forcément. Et on peut, si il nous reste de l'argent, on peut se lancer beaucoup plus rapidement sur d'autres essais. Par ailleurs, on essaye aussi d'avoir des essais moins longs, donc moins longs et moins chers. Je voulais introduire des petites notions dont on aura besoin pour la diapositive suivante. Donc là, vous avez en noir l'évolution naturelle de la maladie. J'ai appelé placebo, mais en fait, il n'y avait pas de traitement. Donc c'est l'histoire naturelle de la maladie. Et on peut imaginer que voilà, il s'agit d'un indicateur, c'est-à-dire une échelle clinique. Ça pourrait être quelque chose d'imagerie ou un dosage, c'est un indicateur, avec l'évolution au bout de 2 ans, par exemple, qui est de 100%. Donc, ce qu'on doit faire dans ces études longitudinales, c'est déjà de bien caractériser l'évolution des différents indicateurs qu'on aura choisis, qui peuvent être, donc, comme on l'a dit, cliniques, etc. Évidemment, on va choisir ceux qui évoluent le plus vite. Déjà, c'est une notion assez évidente, c'est-à-dire que si on n'a rien qui bouge sur 2 ans, on sait que ça nous aidera pas du tout quand on essayera un médicament. Si on a une échelle ou un indicateur qui évolue beaucoup, eh ben, ça nous permettra de faire des comparaisons de façon plus efficace. Et ensuite, on va faire des projections. On se dit, maintenant qu'on a caractérisé l'histoire naturelle, on a besoin de savoir de combien de patients on aurait besoin pour faire un test qui nous montrerait, par exemple, une réduction de la progression de 80%. Ici, en bleu, vous avez, mettons, une courbe. On imagine que c'est l'évolution avec le traitement X. Eh bien, on voit que ici, les patients, ils ont moins évolué. La courbe, elle est plus basse. Et donc, on a 80% de réduction de la progression et on aura besoin d'un certain nombre de patients. Et on fait des projections aussi en se disant, imaginons on a un super traitement qui fait une réduction de la progression de 50%, on passe de 100% à 50%, de combien de patients on aurait besoin? C'est ce qu'on appelle le calcul de l'effect size. Et donc, EFFACT nous a montré vraiment quand même des choses très intéressantes par rapport à ces données-là. Si on prend ce tableau, ça nous donne des résultats par rapport à deux indicateurs qui sont l'échelle SARA, que vous connaissez peut-être, et l'échelle ADL, c'est une échelle fonctionnelle. Donc, c'est un interrogatoire sur les activités de la vie quotidienne. Et donc, déjà, une première donnée, c'est que le SARA et l'ADL sont des bons indicateurs. Ils ont été retenus comme parmi les meilleurs. Et ici, vous avez, en fait, dans cette colonne, le nombre de patients qu'il faudrait en tout pour mettre en évidence une réduction de progression de 50% avec le médicament qu'on teste sur 2 ans. Et vous voyez qu'on arrive à 230, c'est-à-dire qu'il faudrait 115 patients par bras, le bras traité et le bras placebo, pour réussir à mettre en évidence cette différence de 50%. Si on se disait, bon, on vise moins haut et on cherche à montrer une réduction de 80%, on a besoin de beaucoup moins de patients déjà, 92. Et ce que montre cette étude, c'est que quand on regarde les sous-catégories de patients, on se rend compte qu'il y en a certains, quand on regarde chez eux les indicateurs, eh bien, on peut avoir une grande réduction du nombre de patients à inclure. Par exemple, si on prend des patients qui ont moins de 27 ans au début du suivi, on passe de 230 en tout à 104. On a divisé par 2 le nombre de patients à inclure. Si on regarde les patients qui marchent, on est passé de 230 à 118. Donc, même chose, on a divisé par 2. Si on regarde ceux, par exemple, qui ont une baseline, qui sont âgés de moins de 28 ans au début, on est à 74 patients. Vous voyez, on passe de 230 patients à inclure à 74. Donc là, on a vraiment déjà beaucoup diminué le nombre de patients à inclure. Par ailleurs, maintenant, regardons la différence entre la SARA, cette échelle clinique, et cette échelle fonctionnelle, l'interrogatoire. On regarde déjà juste le premier chiffre. Avec la SARA, on a besoin d'inclure 230 patients. Avec l'ADL, 190. Donc déjà, on voit que en fait, cette échelle fonctionnelle, qui est même beaucoup plus simple à passer que la SARA, elle semble même plus intéressante encore pour les essais. Et encore une fois, maintenant, si on se place dans cette partie-là du graphe, on voit qu'il y a certaines sous-catégories de patients chez lesquels cet indicateur va évoluer plus et qui nous permettent, si on les sélectionne, de diminuer le nombre de patients à inclure. Par exemple, si on prend ceux dont l'âge de début est de moins de 6 ans,
on a besoin d'en inclure que 84. Si on prend ceux qui marchent, on a besoin d'en inclure 146. Et si on prend par exemple ceux dont l'âge de début c'est moins de 11 ans, 68. Donc vous voyez qu'on était passé de 230 patients à inclure à 68 patients à inclure si on prend des patients chez qui on contrôle l'âge de début et chez lesquels on fait passer cette échelle. Donc là, on a vraiment avancé sur le design des futurs essais cliniques parce que faire des sélections, savoir quels patients inclure et quelles échelles faire, eh bien, ça nous permet d'optimiser les futures recherches. Voilà, donc là, j'ai résumé ce que je viens de dire. Donc, les patients chez qui les indicateurs évoluent le plus, d'après cette dernière étude d'EFFACT, c'est les patients donc ambulatoires, ceux dont l'âge au début du suivi est de moins de 27 ans, qui ont un début précoce, et aussi ceux qui ont une expansion GAA importante. Et donc, l'échelle qui a été retenue comme la meilleure, c'était cette échelle fonctionnelle ADL. Elle est intéressante parce que bon, elle a une bonne sensibilité au changement, meilleure même que l'échelle SARA. En plus, elle est faisable à distance. Et puis en plus, il y a moins d'effets de seuil que la SARA, c'est-à-dire que comme c'est une échelle fonctionnelle, elle est aussi applicable et mieux applicable aux patients même qui ont perdu la marche. Donc elle sera intéressante quand ceux-ci seront dans les essais. Donc j'ai passé un peu de temps là-dessus pour expliquer pourquoi dans les essais cliniques, il y a des critères d'inclusion, parce que souvent, ce n'est pas très bien compris. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont très volontaires pour participer à la recherche et malheureusement, ils ne sont pas pris à cause des critères d'inclusion. Ben, sachez que c'est simplement parce que le design de l'étude, il est fait pour que l'étude soit la plus rapide, la plus efficace possible. Et on se base donc sur ces données, ce type de données-là. Alors, un petit mot sur une autre étude non interventionnelle, CARFA, qui était une étude de la Pitié-Salpêtrière qui avait pour objectif de caractériser le phénotype cardiaque des patients Friedreich. Et donc, ce sont 20 patients, 20 témoins qui étaient inclus de 2016 à 2018. Ils ont été observés 1 an. Donc, c'est une publication qui est en cours. Et ce qui n'a été finalement le plus remarquable dans cette étude, c'était l'IRM cardiaque. On voulait plus regarder le test d'effort comme évaluation fonctionnelle, mais finalement, ce qui sort, ce n'est pas tant le test d'effort que l'IRM cardiaque, qui retrouve sur 1 an un paramètre qui se modifie légèrement. Et aussi, on trouve que chez certains patients, il y a une fibrose focale. Donc, le paramètre se modifie légèrement, ce n'est pas un résultat majeur. Certainement, il faudrait continuer pour voir comment ça évolue sur le temps, mais ça nous donne quand même un nouveau paramètre à regarder éventuellement pour les futures études. On passe maintenant aux études plus interventionnelles qui ont lieu à la Salpêtrière. Vous connaissez très certainement Speech Attacks, puisque c'est une étude qui est financée par la FAF, avec Stéphanie Borel qui la coordonne, enfin qui la mène pour le site parisien. Donc c'est une étude multicentrique internationale, randomisée, de l'utilisation d'un logiciel de rééducation orthophonique à domicile sur l'intelligibilité chez des patients atteints d'ataxie de Friedreich. L'objectif de cette étude, c'est d'augmenter l'intelligibilité et l'élocution des patients, et c'est aussi valider le premier outil de rééducation orthophonique par tablette dans l'AF. Au niveau des inclusions, il y a 40 patients au total, donc 15 patients inclus en France. Il s'agit d'une étude internationale avec 5 centres, Australie, Allemagne, Nouvelle-Zélande et France. 6 patients ont terminé l'étude et 9 sont en cours. Et donc, c'est une étude actuellement qui est en cours. Voilà le design, donc avec un bras des patients qui en fait débutent le traitement directement et d'autres qui débutent de façon différée, ce qui permet de les comparer. Donc, il s'agit de 45 minutes par jour d'exercice orthophonique sur tablette pendant 4 semaines, avec un suivi téléphonique hebdomadaire avec un orthophoniste. Donc, le début, c'était 14 septembre 2020, et là, les inclusions sont terminées, donc c'est en cours d'analyse. L'étude est en cours avec les patients qui sont encore dans le protocole, mais les inclusions sont terminées. La fin, c'est prévu pour juin 2021. Alors, on passe maintenant à d'autres études interventionnelles avec médicaments, avec molécules. Donc, FRAMES, qui est terminé et donc le site de la Pitié-Salpêtrière a participé.
C'était une étude de phase 2A, randomisée en double aveugle, contrôlée, qui étudiait les effets de la lériglitazone chez les patients atteints d'ataxie Friedreich. C'est un métabolite actif de la pioglitazone qui a une fonction sur la survie neuronale, l'inflammation, le stress oxydatif, la fonction mitochondriale, et qui est également testé dans une autre maladie qui est l'adrénoleucodystrophie. Donc, il y a 4 centres qui participaient, France, Belgique, Espagne, Allemagne. Il y avait comme critère principal un critère sur la progression sur la moelle épinière, AIRM, et il y avait beaucoup d'autres mesures. Les 39 patients recrutés ont reçu pendant 1 an une dose quotidienne en suspension orale ou un placebo. Et donc, on a eu un communiqué sur les premiers résultats fin 2020. Il y a un effet qui semble vraiment intéressant sur l'accumulation de fer dans le cerveau. Dans l'ataxie de Friedreich, il y a une accumulation de fer, et donc ça semble se modifier, ainsi qu'un effet sur les marqueurs liés à la fonction mitochondriale dans la moelle. De façon intéressante, il y a un effet sur la coordination des membres supérieurs qui est évalué par le CCFS. C'est un outil, en fait, je dirais informatisé, qui compile différents marqueurs de coordination, comme mettre des bâtons dans des trous ou passer d'un bouton à un autre avec un index. Il n'y avait pas de résultat pour le critère d'évaluation principal. Par contre, il y a pas mal d'effets indésirables qui ont été observés, notamment des œdèmes des membres inférieurs et une prise de poids. Donc pour Frames, il y a des choses encourageantes et possiblement une phase 3 à venir. Je vous parle maintenant de NICOFA, donc un essai interventionnel à venir auquel notre centre devrait participer. Donc c'est une étude multicentrique de phase 2-3, randomisée en double aveugle, contrôlée, qui évalue l'efficacité du nicotinamide chez les patients atteints d'ataxie de Friedreich. Donc la nicotinamide, c'est la vitamine B3, et il a été montré qu'elle modifiait l'état d'enroulement de l'ADN et ainsi qui augmentait la transcription et la quantité de la frataxine. Donc, c'est une étude qui regroupera des sites en Allemagne, Autriche, France, Italie, Espagne et Royaume-Uni. Il y aura 225 patients, 75 qui recevront le placebo et 150 qui recevront le traitement, avec environ 13 patients pour notre site. Dans les critères d'inclusion, on aura l'âge inférieur à 50 ans, un poids supérieur à 50 kg et une SARA, donc l'échelle clinique d'ataxie, entre 7 et 28 sur 40. On aura une durée de participation de 24 mois par patient, avec 7 visites, 3 IRM. Donc le début attendu, il a été reporté plusieurs fois, et donc on m'a indiqué que ça serait pour septembre 2021 en Allemagne et janvier 2022 pour la France, avec une fin d'étude qui serait pour fin 2024. Ici, vous avez le design de l'étude, avec une première période qui est d'ajustement de dose, la phase A, et une deuxième période, la phase B, qui est la période de traitement, avec initialement une randomisation entre ceux qui vont avoir ceux qui vont avoir le traitement, donc 150, et ceux qui vont avoir le placebo à 75 sur le suivi. Ici, vous verrez dans le détail, si ça vous intéresse, sur les diapositives, tous les tests qui sont faits avec les échelles cliniques, les prélèvements sanguins, les tests cardiologiques et IRM. Je ne vais pas m'étendre sur ceci puisque c'est Myriam qui va plus en parler, mais je le mets quand même puisque, a priori, notre site devrait également participer à MOVE-FA, donc avec le PTC 743, la vatiquinone du laboratoire PTC. Enfin, je termine sur une étude en sciences humaines et sociales dont je suis l'investigateur principal. Donc, c'est l'étude d'Iragène. On interroge en fait les patients du centre de référence sur leurs connaissances concernant les directives anticipées dans les maladies neurogénétiques, qui est un dispositif légal en fait qui s'adresse à tout citoyen de pouvoir dire ce que l'on souhaiterait pour soi-même, éventuellement pour les phases avancées d'une maladie, voire même pour sa fin de vie.
Donc là, Diragène, c'est une échelle très transpathologie puisqu'on le propose quasiment à toutes les personnes qui viennent dans notre service. Dans ce travail est sponsorisé, financé par le laboratoire Roche. Il y a beaucoup de partenaires, notamment les associations de patients, des partenaires en éthique en soins palliatifs et bien sûr à l'ICM, ainsi que Marcella Gargiulo notamment pour les sciences humaines et sociales. Donc il s'agit de questionnaires et d'entretiens avec une psychologue. Voilà, je vous ai fait un petit tableau de ce qui se passe à la Pitié-Salpêtrière pour la recherche clinique dans l'ataxie de Friedreich. Merci beaucoup pour votre attention. Ici, des petites photos. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais avec les personnes des équipes cliniques et des personnes qui sont à la recherche, à l'ICM. Évidemment, tout ça communique de gauche à droite et de droite à gauche. Évidemment, merci aux associations de patients, aux patients qui participent aux études et à tout notre réseau. Et je suis ouverte à vos questions. Merci infiniment. Claire, tu as développé énormément de choses en peu de temps. Et je trouve que d'avoir repris un peu la théorie, les différentes phases, etc., ça a permis de mieux comprendre la suite et c'était important. En tout cas, on voit que vous êtes très actif à la Pitié. Tant mieux, et on espère, on va en savoir encore un petit peu plus par Myriam dans quelques minutes. Je propose que si vous avez des questions tout de suite par rapport à l'exposé de Claire, que vous les posiez. Il y a une question. Si on prend du fer, quel bienfait ça va apporter sur la maladie? Alors, si on prend du fer dans l'ataxie de Friedreich, c'est uniquement parce qu'on a besoin de fer en raison d'une carence en fer en général. Et donc, c'est pour guérir ou soigner cette carence. Ce n'est pas pour un bienfait sur la maladie. Il n'y a pas de bienfait de la prendre du fer dans la maladie. On pensait même à un moment qu'il valait mieux ne pas trop en prendre, puisqu'il y a une accumulation de fer dans les mitochondries, dans les noyaux dentelés du cervelet, etc. Bon, là, il n'y a aucun argument clinique pour dire que réellement ça aggrave l'ataxie de Friedreich. J'avais refait un peu la bibliographie là-dessus. Mais par contre, ce n'est pas du tout thérapeutique de l'ataxie de Friedreich. Si vous avez besoin de fer, pour une raison clinique identifiée, il faut absolument en prendre. Oui, autre question? Oui, il y a une autre question par rapport aux échelles. Tu as parlé des échelles SARA et ADL. On voit des fois aussi des recherches autour de l'échelle FARS. Est-ce que peut-être tu peux expliquer quelles sont les différences? Alors, j'avoue que je n'ai pas d'expérience particulière de la FARS pour l'instant, puisque c'est vrai qu'à la Pitié, on fait vraiment que la SARA. Donc, je peux pas, enfin, dans le détail, je ne peux pas expliquer, mais bon, après, ce sont des échelles, voilà, il y a différents, elles varient. On fait tel ou tel test au membre supérieur ou au membre inférieur, marcher, pas marcher, sur une distance. Voilà. Donc, à chaque fois, les échelles, c'est un ensemble de tests cliniques qui sont ensuite validés sur des groupes de patients et on vérifie qu'elles sont bien reproductibles quand on change d'observateur, etc. Donc, ce sont toutes des échelles validées. Maintenant, elles ne se comportent pas forcément toutes pareilles quand on regarde effectivement le suivi des patients. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur la farce. Myriam, si connaît peut-être mieux la farce, mais voilà. Il y a une question sur, on va revenir après. Myriam, tu vas pouvoir t'exprimer juste après. Si quelqu'un demande si les personnes qui ne sont pas suivies à la Pitié peuvent avoir accès à la recherche, on va appeler ça une recherche, Claire, on est d'accord, d'Iragène. Non. Étude, c'est une étude, oui. Non, ça n'est pas possible. C'est une recherche unicite. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est presque une recherche, ce qu'on appelle une recherche action. C'est-à-dire, on prend les neurologues de notre service et on leur demande de proposer cette étude à leurs patients. Et donc, c'est pas quelque chose de complètement banal. Cette étude, c'est assez original, je dirais, puisque nos neurologues, ils ne sont pas forcément habitués à proposer ce type de discussion à leurs patients. Et pourtant, voilà, on leur dit, tous les patients qui passent, sauf exception,
vous leur proposez de participer. Et donc, on regarde également, d'une certaine façon, comment les neurologues arrivent à proposer ça et qu'est-ce que ça modifie aussi éventuellement chez eux dans la relation qu'ils ont avec le patient et dans la confiance qu'ils ont en eux-mêmes pour aborder ces questions. Du coup, c'est très pilote, c'est ce qu'on appelle pilote, c'est-à-dire ça n'a jamais été fait. On ne pouvait pas se permettre de faire ça sur plusieurs sites en même temps. On a une psychologue qui est présente quasiment à temps plein, rien que pour ça, à la fois pour faire passer les entretiens questionnaires aux patients et pour prendre des notes sur un petit carnet sur tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est unicite. On ne pourrait pas du tout le faire dans d'autres sites en même temps. Mais par contre, tout ce qui en émanera sera diffusable. L'objectif, c'est vraiment de changer les pratiques de ce côté-là. C'est vraiment notre objectif. Je pense que tu veux dire du côté des patients, mais du côté des soignants aussi. Exactement. D'accord. Voilà, ça fait partie de la vie. Bien. Merci infiniment. Merci. Gros travail. Je tiens à dire aussi que c'est toi qui coordonne la rédaction du PNDS, Protocole national diagnostic et de soins, ce qui est un immense travail. Sur la fin. Oui, c'est sur la fin. Ça fait combien? 1 an et demi que tu es dessus avec une cinquantaine. 2 ans, 2 ans, voire 2 ans et demi même. Ouais. Une cinquantaine de participants, c'est ça? Alors, merci. Myriam, à toi. Je te laisse te présenter. Je commence à me présenter. Donc, je suis Myriam Ray. Je suis à la base un chercheur, tout simplement, qui a travaillé beaucoup d'années sur les taxis de Friedreich à Bruxelles. J'ai fait ma thèse sur les taxis de Friedreich plus en recherche fondamentale. J'ai travaillé sur les cellules, sur les souris, sur des stratégies thérapeutiques. Et après, j'ai participé et j'ai beaucoup travaillé sur EFACT, sur le côté montage de projet, mais aussi sur le côté génétique et sur le côté suivi des patients, entrée des données, gérer le réseau EFACT. Et donc, depuis début avril maintenant, officiellement, je travaille avec FARA pour essayer d'étendre un peu l'activité de FARA, mais aussi surtout soutenir mondialement la recherche, les organisations de patients, les chercheurs, les firmes pharmaceutiques potentielles qui ne connaissent pas et qui ont du potentiel pour investiguer sur le taxi de Friedreich, pour les attirer et pour un peu accélérer la recherche. Donc, voilà, c'est moi. Et je vais vous présenter, Juliette m'a demandé en 10 minutes, je vais essayer de faire en 10 minutes un peu les autres études cliniques qui se passent dans le monde. Et je suppose qu'il y aura beaucoup de questions à laquelle on va essayer de répondre toutes et tous ensemble, Claire, Hélène, Olivier et moi. Tu as le temps, vous avez le temps. Ça va. Ok. Donc, je vais vous présenter sur une dia la pipeline de la FARA qui est un peu compliquée, un peu complexe. Et je tiens à dire que ce que je présente aujourd'hui, c'est l'avis de la FARA. Ce n'est pas mon avis personnel en tant que scientifique. La FARA soutient l'avancement de ces traitements avec des ressources financières, parfois en y engageant les patients, en favorisant les collaborations entre différentes équipes, différents hôpitaux. Et vraiment, à FARA, on estime que chacune de ces approches peut apporter quelque chose. Chacune de ces approches a du mérite. Et Olivier en a parlé, peut-être on finirait par avoir un cocktail qui sera la thérapie pour l'ataxie de Friedreich. Les médicaments qui sont déjà en développement préclinique sont présentés ici, et aussi les médicaments qui sont passés en fait à des essais cliniques. Donc, les deux premières colonnes se passent vraiment au laboratoire. C'est la découverte, le criblage, la découverte de médicaments existants pour les réutiliser ou la découverte de molécules comme le fait Olivier existant. Et puis vient alors le développement préclinique pour valider sur des cellules, sur des souris, sur d'autres modèles parfois. Et à partir de cette phase, ça devient un peu plus concret. On établit un dossier pour dire aux agences régulatrices du médicament qu'on désire investiguer ce nouveau produit dans notre pathologie et puis suivre les phases dont Claire a parlé. Dans l'ataxie de Friedreich, on essaie d'agir sur plusieurs
axes ou plusieurs moyens d'agir sur la maladie. L'une des méthodes est d'essayer d'améliorer la fonction mitochondriale, de réduire le stress oxydatif qui est présent dans l'ataxie de Friedreich. Et donc, les trois idées ou les trois ressources disponibles et les plus avancées pour agir sur ces fonctions sont l'omaveloxolone, OMAV, dont vous avez entendu parler cette année, la vatiquinone, que Claire vient de parler brièvement, et le RT001 des rétrotopes. Donc, l'OMAV, il y a eu plusieurs études cliniques déjà. On sait que l'OMAV active un facteur de transcription qui s'appelle NRF2, qui lui, à son tour, en fait, va agir sur la cellule. Il va diminuer le stress oxydatif, il va diminuer la peroxydation des lipides qui peut être dangereuse et nocive pour la mitochondrie et pour la cellule. Donc, pour l'OMAV, comme vous savez, la FARA a demandé à Reata de continuer leur investigation et la FARA a demandé à l'FDA d'écouter Reata et de continuer un peu l'avancement de la stratégie. Et hier, il y avait une réunion, Fabrice participé, il a posé la question comment FARA peut encore accélérer cet avancement. FARA ne peut pas accélérer, donc les choses ne sont pas dans les mains de FARA. FARA juste porte la voix de notre communauté de patients. Et donc, on ne recevra pas de nouvelles, c'est Reata ou c'est la FDA qui va donner des nouvelles, comment on va partir de là. Est-ce qu'avec tous les résultats qu'on a, tout le monde va accepter quand même de faire une demande de nouveaux médicaments pour l'ataxie de Friedreich ou faut-il quand même repasser par une étude? Nous ne le savons pas encore. Pour le PTC 743, donc la vatiquinone, ici aussi on travaille pour améliorer la fonction mitochondriale, mais avec un autre système, si vous voulez, en agissant sur plus d'enzymes, en contrôlant toujours le stress oxydatif. Cette étude dont PTC Thérapeutique veut lancer est une étude globale. Donc, comme Claire l'a dit, apparemment, la France va participer. On aura d'autres pays que les États-Unis. On aura le Brésil, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Donc, ça sera vraiment une étude globale. Et ça fait plaisir à savoir que de plus en plus de firmes pharmaceutiques sont encouragées par avoir des études cliniques à une échelle mondiale pour laisser plus de patients y participer. Et donc, finalement, toujours dans ce paragraphe, si vous voulez, on a la molécule de rétrotope, en fait, qui va stabiliser les acides gras polyinsaturés. C'est ce qu'on appelle communément les bons acides gras dans la nourriture, mais ces acides gras se retrouvent surtout dans les membranes de nos cellules, de nos mitochondries, et elles sont vraiment cibles du stress oxydatif. Et si on arrive à les stabiliser, à les protéger, on va préserver plus nos mitochondries dont on a besoin dans l'ataxie de Friedreich, entre autres. Donc, Rétrotope est en train, en fait, d'effectuer cette étude et on attend des résultats pour fin 2021. Pour ici, je dis 2023 parce que l'étude en tout est une étude de 2 ans et le recrutement vient seulement de commencer aux États-Unis et donc il faut qu'il suive dans les autres pays encore. Je ne vais pas beaucoup en fait parler de Minorix, de MIN102, puisque Claire l'a très bien expliqué. C'était une étude plus européenne, mais effectivement, la firme est convaincue que ça vaut la peine de se lancer dans une phase 3. On aura plus de patients dans cette phase 3 et ils espèrent commencer encore en 2021 si toutes les phases de préparation vont bien se suivre. Et ils espèrent aussi avoir une étude globale, donc pas seulement en Europe, mais en incluant les États-Unis. Il y a une autre voie, en fait, pour moduler les voies métaboliques que contrôle la frataxine, qui est le diméthylfumarate. C'est un médicament, en fait, ce n'est pas une molécule seulement. C'est un médicament qui est approuvé pour la sclérose en plaques, qui est aussi approuvé pour certaines formes de psoriasis, si on ne se trompe pas. Et donc, il y a
il y a eu plusieurs études au niveau in vitro. Les études in vivo vont surtout montrer si l'hypothèse qu'on a eue au laboratoire que ce diméthylfumarate affecte la voie NRF2, dont on travaille aussi avec Omar, si on a vraiment plus de mitochondries, par exemple, si on traite les patients avec, si on peut augmenter la transcription de la frataxine. Donc, il y a plus de questions ouvertes dans cette phase qui devait commencer en 2021, mais qui a été retardée à cause de la COVID-19. Et donc, pour revenir un peu à une question, si la frataxine est le produit miracle, pourquoi on cherche autre chose? Mais on voudrait bien remplacer la frataxine, on peut essayer de la stabiliser ou de la renforcer. Remplacer la frataxine n'est pas facile parce qu'elle a besoin d'un système bien précis pour être délivrée, pas seulement dans notre corps, mais dans nos cellules et dans la mitochondrie où elle exerce son rôle. Depuis plusieurs années, en fait, Mark Payne a mis au point en fait cette TAT-frataxine, TAT pour transactivateur de transcription. C'est un système de délivrance en fait qui s'attache à la frataxine et qui va l'amener, l'acheminer jusqu'à la mitochondrie. Là, on a besoin. La firme qui a repris en fait la TAT-frataxine qui s'appelle maintenant CTI 1601, Larimar, a déjà effectué en fait une courte étude sur juste quelques semaines sur un petit nombre de patients avec une dose ascendante. Les résultats étaient attendus maintenant en avril, mais apparemment il y a un délai dans la communication. Nous sommes toujours en attente des résultats, mais ils ont pu apparemment déterminer une dose maximale tolérable par les patients, parce que c'était ça un peu le but. Il s'agit d'injections sous-cutanées, alors que tout ce que j'ai présenté avant, il s'agit plus d'un traitement oral, des comprimés à avaler, avec Menofix qui était un sirop. Et donc, Larimar est en train aussi de regarder en Europe pour voir si jamais ils vont passer à la phase 2, si la phase 1 est prometteuse, ou est-ce que l'étude pourrait être faite en plus des États-Unis. Les pomimetics étaient en développement. En fait, j'ai personnellement participé au développement dans les souris pour essayer de voir, puisque les phytoprotéines, depuis plusieurs années, on a essayé dans des modèles de cellules, il y a eu même des essais cliniques, mais qui n'étaient pas bien contrôlés avec placebo. Et donc, on tourne toujours autour de cette idée, est-ce que activer les peaux ou juste délivrer des produits qui ressemblent à l'EPO pourrait être une cible potentielle dans le traitement d'ataxie de Friedreich. La firme stratégique, pour des soucis surtout financiers, a fait une longue pause et serait maintenant intéressée à relancer cette étude. L'étravirine, ça a fait pas mal de bruit médiatique il y a 1 an ou 2. Et donc, il s'agissait encore d'éléments très préliminaires sur des modèles, sur des cellules. Il y a eu des idées en fait, et il y a eu malheureusement des patients qui se sont permis de le prendre en usage libre. Mais après, il y a eu un peu une convention et les chercheurs se sont mis d'accord qu'il fallait quand même concevoir un bon essai clinique large avec des bases plus solides pour sélectionner la dose qu'il faut et voir quels biomarqueurs regarder et quels biomarqueurs surveiller, en plus des des paramètres cliniques de l'ataxie de Friedreich à suivre pour voir si nous avons un effet. Donc, l'étravirine pourrait commencer une étude clinique, mais ça a été aussi retardé, entre autres, à cause de la COVID. Augmenter l'expression du gène de la frataxine, qui lui-même, il est la cause en fait du déficit en protéines de la frataxine. Donc, si on arrive en quelque sorte à réactiver le gène, ce serait bien parce qu'on pense qu'en réactivant le gène, on aurait plus de frataxine et on pense toujours que si on a plus de frataxine, ça peut être bénéfique pour la maladie. Et donc, il y a plusieurs produits avec toujours des mécanismes différents. La nicotinamide qui devrait bientôt commencer, donc peut-être encore cette année.
le resveratrol qui a été étudié et dont la phase 1 a fait des résultats plus mitigés. Et on a plus d'autres produits en fait synthétiques. Ce sont des produits soit qui vont s'attacher aux répétitions pour essayer d'inhiber leur signal stop qu'ils donnent aux gènes, soit alors des ADN monosens qui sont aussi complémentaires et qui vont s'intégrer à l'ADN pour empêcher toujours ce signal stop pour la frataxine. Tout ceci est encore en mode développement au laboratoire et il n'y a rien encore de tout ça qui est plus loin. La pharma soutient beaucoup de ces approches et voilà, on y espère beaucoup. Avant la dernière étape, il y a la thérapie génique. Je sais que voilà, on en parle beaucoup. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a énormément d'efforts dans la thérapie génique. On est encore malheureusement ici, donc on est encore quand même loin de débuter vraiment des études cliniques, en tout cas en ce qui est public et déclaré. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a des stratégies différentes, il y a des modes de délivrance qui sont planifiés d'une façon différente. Toutes les firmes publiquement déclarent travailler sur un développement de thérapie génique pour l'ataxie de Friedreich. Il y en a certaines qui visent plus des organes spécifiques. Par exemple, l'Exeo clairement veut cibler le cœur et donc ils espèrent quand même faire leur demande de produits d'investigation encore en 2020 et sont vraiment intéressés à avoir des partenaires cliniques en Europe. Il y a d'autres firmes comme PTC qui fait la vatiquinione, mais aussi qui développent un programme de thérapie génique pour l'ataxie de Friedreich, mais qui veut vraiment cibler le système nerveux central. Et les autres, donc toutes les autres firmes sont vraiment encore en développement. Ils cherchent le bon vecteur, ils cherchent le bon moyen de contrôler les réponses immunologiques. Donc ils sont vraiment, ils mettent beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Et donc, finalement, la thérapie cellulaire, à côté de la thérapie génique, le GCSF, qui est le facteur de simulation des colonies de granulocytes, qui est largement utilisé en fait dans les pathologies sanguines pour stimuler les cellules souches de la moelle osseuse pour plus fabriquer en fait de cellules souches sanguines, pourrait protéger les cellules nerveuses et réparer alors par cette protection du système nerveux. Donc, il y a eu des études dans des modèles cellulaires, mais aussi dans des modèles de souris de thérapie de Friedreich. Et donc, avant de passer vraiment à un développement clinique, il faut passer par une étape qui est un petit essai pilote quand même sur des patients Friedreich, mais aussi des essais sur des lignées cellulaires humaines avant d'aller plus loin. Et donc, voilà, c'était un peu ceci, ce qui est actuel dans le pipeline. Il y a d'autres études qui ne sont pas reprises en fait dans le pipeline, qui sont conclues ou qui ont été arrêtées ou qui viennent de commencer. Je peux bien sûr répondre à vos questions si quelqu'un s'intéresse à l'une ou l'autre. Mais donc, il faut bien se dire, ce relevé du pipeline a été mis à jour début 2021. Il n'est sûrement pas exhaustif. Peut-être qu'il y a d'autres essais cliniques dont on n'est pas au courant, et il s'agit ici que des essais thérapeutiques, donc interventionnels, que j'ai présentés. Donc je termine par ceci de Nelson Mandela, mais dites-vous toujours que oui, c'est vrai, en recherche c'est comme ça, on pense qu'on y est, mais enfin non, on n'y est pas. Mais il faut se dire toujours, donc together we will cure FA, tous ensemble, on va trouver un traitement pour l'ataxie de Friedreich. Tu n'entends pas, mais on est en train d'applaudir aussi, comme Claire et Olivier. Merci. Donc, on va poser des questions parce qu'il y en a. Notamment, il y a une question sur l'interféron. Oui. Est-ce que... C'était Romain qui demandait si, ce qu'il en est des interférons gamma. Ouais. Donc, l'interféron gamma qui a été... donc, il y a eu une très petite étude clinique qui a
il y a 5 ou 6 ans qui n'étaient pas contrôlés, placebo, qui auraient montré quand même une petite amélioration clinique, mais sans vraiment augmentation de frataxine dans les dosages de sang qui ont été répétés. Après, il y a eu une autre étude qui a été reprise dans le même hôpital, en fait, en Philadelphie, mais avec la firme pharmaceutique Horizon, et qui a été publiée en 2019, si je ne m'abuse, et qui a montré qu'il n'y avait pas, en fait, d'effet bénéfique. C'était une étude contrôlée placebo, et on ne voyait pas de différence entre le groupe placebo et le groupe traité par l'interféron gamma. Voilà, l'étude était que de 6 mois et donc peut-être il aurait fallu une étude plus longue pour voir s'il y a vraiment un effet ou pas. Mais en tout cas, l'étude qui a été faite et contre les placebos n'a pas montré d'effet bénéfique. C'est ce que je sais sur l'interféron gamma. Oui, Stéphane, tu continues. Ouais. Il y avait une autre question sur les recherches. Alors, c'était Yveline et Fred qui posaient des... Est-ce qu'il y a des recherches autour des ciseaux ADN, des ciseaux à ADN, donc suite au prix Nobel 2020, et autour de l'ARN messager? Évidemment, on parle beaucoup de l'ARN messager maintenant. Donc, il y avait deux questions sur les ciseaux ADN et sur l'ARN messager. Donc, pour les ciseaux ADN, il n'y a rien encore en développement clinique, donc rien au-delà. L'outil est beaucoup utilisé dans le laboratoire maintenant pour modifier les modèles, pour modifier l'entourage du gène de la frataxine, pour modifier le gène de la frataxine. Donc, l'utile est utilisé, mais plus encore au niveau fondamental. Je ne suis pas au courant de quelque chose plus poussé sur CRISPR. Je ne sais pas si Hélène en sait plus. Non, tu as tout à fait raison. Donc, dans la tacite Friedreich, il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'outil pour corriger des cellules de patients, par exemple, mais en culture. Par contre, dans le domaine plus général des thérapies géniques, il y a beaucoup de gens qui essaient de développer cet outil avec l'idée de pouvoir aller tôt ou tard chez l'humain. Vous comprenez bien qu'un ciseau moléculaire qu'on ne contrôle pas très bien, ça serait assez catastrophique d'avoir ça dans notre corps. Donc, on en est vraiment au tout début. Donc, je veux dire, c'est tellement récent. Alors, c'est vrai que ça a énormément progressé, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour même rêver qu'on serait en thérapie, enfin chez l'humain. Mais il y a des gens qui développent ça avec l'idée d'aller vraiment chez l'humain. Au niveau de l'ARN, bon, il y a plusieurs laboratoires qui cherchent justement, et il y a sur une des diapos de Myriam, il y avait ça, qui cherchent justement à utiliser des petits ARN pour essayer de bloquer les effets de cette, enfin, je ne sais pas, je pense que la plupart d'entre vous vous rappelez, il y a cette grande expansion chez les patients en Friedreich, et donc plusieurs essayent d'utiliser de l'ARN pour essayer de bloquer l'effet néfaste de cette grande expansion. Mais de nouveau, ce sont encore des données en cours, en préclinique. Et pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas aussi simple qu'on le souhaiterait. Il y a une question connexe de Fabrice qui est justement est-ce que tous les développements qui ont été faits sur l'ARN messager liés au vaccin du Covid, est-ce que finalement ça peut faire accélérer les choses un peu pour la F et générer la frataxine à la place de la thérapie génique? Alors, en fait, les vaccins développés du Covid, basés sur l'ARN messager, un grand nombre d'eux se basent en fait sur tout le développement qui a déjà été fait en thérapie génique. Donc, alors pas complètement, mais voilà, en partie. Mais enfin, c'est des choses. Alors, est-ce que ça pourrait être utilisé pour remplacer ou générer la frataxine? La difficulté, c'est que toute la difficulté dans la thérapie génique, c'est d'atteindre les cellules qui ont besoin de la frataxine. Donc, nous, il faut qu'on atteigne dans la tacite Friedreich les neurones, les cellules cardiaques, les cellules musculaires, donc les neurones qui sont dans la moelle épinière, les neurones qui sont dans le cervelet. Donc, c'est pas tellement, on sait comment apporter entre guillemets de l'ARN messager pour faire de la frataxine, notamment sur certaines cellules, mais la difficulté, c'est d'aller atteindre les cellules d'intérêt.
L'autre difficulté, c'est de contrôler le niveau de frataxine qu'on met. Donc, voilà, je ne sais pas si Myriam veut compléter ou Olivier. Moi, je pourrais juste rajouter que dans le cadre du vaccin, il suffit juste d'exprimer un petit peu de la protéine du Covid dans le sang et ça déclenche une réaction immunitaire. Là, nous, c'est pas du tout le même challenge. On devrait exprimer beaucoup de frataxine et dans les cellules, donc c'est un peu rien à voir, on va dire. Dommage. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Ok. Mais par contre, il y a des vaccins, notamment AstraZeneca, avec des vecteurs viraux qui, eux, sont en soi de la thérapie génique. Et le fait qu'on ait développé ces vaccins si vite de thérapie génique et qu'ils aient été approuvés si vite, c'est déjà surprenant. Et peut-être ça peut faire avancer les autorisations pour la thérapie génique pour les autres maladies. Ok. Ok. Il y avait une question peut-être pour Claire tout à l'heure sur Sarah. Sur l'échelle Sarah, Nargis demandait est-ce que tous les patients ont une note Sarah et si oui, est-ce qu'ils en ont connaissance? Non, non, non. En routine clinique, c'est vrai qu'on le fait souvent. Enfin, ils en ont. Là, c'est juste pour notre centre. Et moi, en particulier, quand je le fais, je note dans le courrier. Donc, ils en ont du coup connaissance. Mais après, tous les patients de tous les centres, je ne pourrais pas m'avancer pour tous les médecins qui suivent les patients Reich. Mais en tout cas, à la Pitié-Salpêtrière, en tout cas, globalement, oui, à chaque fois qu'on voit un patient qui présente une ataxie cérébelleuse, on fait l'échelle Sarah, puis on le note dans le courrier en général. Donc, ils en ont connaissance. Okay. Une question très générale qui nous est souvent posée. Comment faire pour faire partie d'essais cliniques? Je sais que c'est une question vaste. J'ai Myriam, Claire, je vous écoute. Alors, ça va dépendre de l'essai. Comme vous avez vu, il y a des essais déjà internationaux et il y a des essais nationaux, il y a des essais multisites, des essais unisites. Donc, ça va vraiment dépendre des caractéristiques de l'essai. Prenons l'exemple, par exemple, et ça dépend aussi du type de financement. Par exemple, on avait essayé de monter un essai dans une autre ataxie cérébelleuse sur la base d'un financement national de type PHRC et qui nous demandait d'inclure plusieurs sites. Et dans cet essai, on avait proposé plein de sites en France qui faisaient partie d'ailleurs du réseau. Donc là, on aurait eu, si ça avait été jusqu'au bout, au moins 5 ou 6 villes en France qui auraient développé l'essai clinique avec nous. Donc, parce qu'on était dans un contexte de financement qui le demandait, qui le permettait et qui le demandait. Je laisse Myriam parler, par exemple, pour les essais plus internationaux, comment ça se passe. Donc, en fait, j'ajouterais juste une chose pour les essais locaux. En tout cas, en Europe, les centres EFAX sont au courant des essais plus rapidement que d'autres, je dirais. Et donc, grâce au registre local de EFAX, on sait vite regarder dans le registre les critères d'inclusion, d'exclusion, et les patients qui sont dans le registre EFAX sont en général contactés par leur centre. Donc, j'encourage tout le monde, en fait, si le centre près de lui recrute encore pour EFAX, c'est un bon moyen d'entrer. Maintenant, ce qui se passe à l'échelle plus internationale, les firmes maintenant contactent les associations de patients, contactent les référents de l'ataxie de Friedreich pour demander en fait leur aide pour le recrutement. Aux États-Unis, FARA fait le recrutement avec certaines firmes ou certaines études académiques. En Europe, les associations ne recrutent pas vraiment pour l'étude, mais rentrent maintenant de plus en plus en contact avec les firmes. Donc, d'un côté, le réseau clinique, donc les consortiums, mais d'un autre côté aussi, être connu dans un groupe de patients peut favoriser en fait la participation à l'étude clinique. De toute façon, pour ceux qui souhaitent participer, donc je ne sais pas, aux études qui se font par exemple à la Salpêtrière et que vous n'êtes pas sur Paris, vous avez les contacts des attachés de recherche clinique sur le site. De toute façon, il n'y en a que 2-3, donc une fois que vous avez les contacts, vous pouvez les garder. Donc il y a Hortense Surmic, il y a Christian Ouadréogo actuellement, il y a aussi Élodie Petit.
Et donc Hortense et Christian, leurs coordonnées sont sur le site. Et si vous voyez des essais qui éventuellement vous intéressent, mais vous n'habitez pas sur Paris et votre ville ne développe pas l'essai, il est tout à fait possible de les contacter. Selon les essais, il y a du budget parfois pour du transport et même du logement sur place. C'est selon les essais. Et si effectivement vous êtes dans les critères d'inclusion, pourquoi pas? Ça arrive hein, qu'il y a des patients parfois qui viennent de loin sur Paris pour faire l'essai, parce qu'on a besoin d'eux. Deux questions, et peut-être on va terminer là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on prend la plupart du temps des patients qui marchent encore, des personnes qui marchent encore pour faire les essais parce que tous les autres sont frustrés? Grosse question. Et je ne sais plus quelle était la deuxième, mais je vais la retrouver. Donc déjà, cette question-là. J'avais essayé de répondre avec mes... Mais oui, mais je sais, j'ai compris, mais c'est bien de le redire quand même. Je comprends la question, je comprends tout à fait la question, et c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant de reprendre les résultats des FACT parce que ça expliquait vraiment, je trouvais que ça expliquait bien, mais je vais reprendre. C'est une question d'échelle déjà et de façon dont on mesure l'évolution. Et pour l'instant, nos critères de mesurer l'évolution, ils sont plutôt cliniques. Il y en a d'autres hein, qui sont en train d'être développés, des critères d'imagerie. Et pour ce qui est des critères cliniques, notamment, et des échelles, par exemple, de la SARA, typiquement, eh bien, elle est assez, ce qu'on appelle, elle est assez sensible à l'atteinte des membres inférieurs. Et donc, une fois que le patient ne marche plus, sur les critères d'évaluation des membres inférieurs, notamment de la marche et de la station debout, il y en a 2, il a le maximum de points. Et du coup, on ne peut plus le faire avancer, entre guillemets, dans l'échelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un effet de plafond. L'échelle, elle continue à augmenter un petit peu, mais sous une forme de, comment je dirais, quand vous avez une sorte d'exponentielle et qui est presque droit. Et ça, c'est pas bon du tout pour un essai clinique. C'est-à-dire, si c'est presque droit, ça ne se modifie pas du tout dans le temps. Ça ne veut pas dire que la maladie n'avance pas, mais ça ne se voit plus. Et si ça ne se voit plus, eh bien, on ne pourra rien mettre en évidence avec un traitement. Et c'est bien ce qui est montré par cette publication EFACT, c'est que si on prend que des patients qui marchent, avec les critères d'évaluation qu'on a, par exemple, ces critères cliniques, on divise plus que par 2 le nombre de patients nécessaires pour un essai. Et ça, divisé par 2 le nombre de patients nécessaires, c'est divisé par 2 le coût de l'étude, presque diminuer aussi le temps de l'étude, et ça veut dire pouvoir en faire d'autres en même temps ou presque tout de suite à la suite. Donc, c'est vraiment pas pour exclure ce qui ne marche pas, c'est pour optimiser les essais. Quand c'est évident que quand on aura mis en évidence l'effet chez ceux-là, chez les patients entre guillemets idéaux pour nos études, ça sera donné à tous les patients. D'accord. Ok. Alors j'ai retrouvé l'autre question, c'était par rapport à la thérapie génique. Pourquoi est-ce que finalement, ça ne sera pas la thérapie miracle? Ça veut dire, lève-toi et marche, quoi. En gros, ça, c'est une question qui est souvent posée, vu que on a vu quelques enfants sous thérapie génique au Téléthon qui d'un seul coup font quelques pas, ou des chiens qui ont la maladie de Leber qui voient un petit peu les gens aussi, mais la question a été posée, est-ce qu'il ne faut pas revoir à la baisse, je le dis autrement, les effets espérés de la thérapie génique, ou est-ce qu'on peut toujours y croire? Question très difficile puisqu'elle n'est toujours pas assez avancée. Bon, je veux bien prendre cette question. Je pense que j'ai toujours été très prudente quand je vous ai présenté des résultats qu'on avait pu avoir sur les souris, que c'était des résultats sur des souris qui sont des petits organismes. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de cibler l'ensemble des neurones chez la souris ou l'ensemble des cellules cardiaques chez le cœur de la souris par rapport à un être humain. Donc, c'est vrai que les résultats que vous avez pu voir en thérapie génique, en ce qui concerne l'ataxie de Friedreich sur la souris, c'était extraordinaire sur la souris. Rappelez-vous, la souris donc, est plus petite et ne vit que 2 ans et a un système en plus immunitaire qui est beaucoup plus tolérant.
Donc, voilà, je pense avoir toujours été prudente, mais peut-être pas encore assez quand on présente ça pour vous dire qu'il fallait faire très attention, qu'on ne pouvait pas traduire ça directement chez l'homme. La thérapie génique chez l'homme ne sera jamais ne sera jamais quelque chose de miracle, probablement, parce que on n'aura pas la capacité d'atteindre tous les neurones, enfin toutes les cellules qui doivent être atteintes chez l'homme. Donc, je crois que ça, c'est important à garder en tête. Par contre, c'est une thérapie qui est prometteuse, puisque, comme le disait, je crois qu'Olivier, entre guillemets, le meilleur remplacement de la frataxine, c'est de remettre la frataxine. Mais ce qui est difficile, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je répondais par rapport au vaccin. Pour remettre de la frataxine, il faut pouvoir aller donc atteindre toutes les cellules atteintes, donc tous les neurones, toutes les cellules cardiaques, toutes les cellules musculaires et puis plein d'autres cellules probablement qui sont aussi atteintes et dont on a moins de connaissances dessus. Pour remettre dans la frataxine, donc il faut que la frataxine rentre dans la cellule, enfin que la frataxine ou que le vecteur qui porte la frataxine rentre dans la cellule et puisse après délivrer la frataxine au niveau de la mitochondrie. Et tout ceci à un niveau en plus suffisamment fort mais pas trop fort pour pas suffisamment fort pour avoir un effet et pas trop fort pour pas avoir de toxicité. Par rapport à ce qu'on voit beaucoup sur le Téléthon et un peu les thérapies miracles qu'il y a eu, notamment avec la SMA, donc la myotrophie spinale. Ce sont des bébés qui ont été traités par des approches de thérapie génique et des bébés qui ne marchaient pas, ne s'asseyaient jamais, qui ont commencé à pouvoir faire des pas et marcher. On n'a pas encore assez de recul pour savoir si ces enfants ne vont pas développer d'autres maladies. En fait, et je crois qu'on a déjà assez de recul, et je laisserai peut-être Claire en parler, parce que non, Claire est dans un hôpital adulte, donc elle n'en voit probablement pas. Mais je sais que maintenant, il y a toute une deuxième pathologie qui se développe derrière, qui sont des enfants qui ont été traités par thérapie génique pour la myotrophie spinale et qui développent finalement une autre maladie qui n'est pas tout à fait pareil parce qu'une partie de leurs symptômes sont traités. Mais tout ça pour vous dire, de nouveau, ces vidéos miracles qu'on voit au Téléthon, qui sont très encourageants, vous allez pouvoir repérer que la plupart du temps, ce sont des enfants et des bébés. Donc, en fait, c'est des moindres doses et ce sont des pathologies qui sont aussi létales, souvent avant l'âge de 2 ans. Et donc, il y a un risque que les cliniciens et que la société est prêt à prendre pour essayer un traitement qui peut avoir des effets secondaires très, très difficiles. Donc, dans l'ataxie de Friedreich, on n'est pas dans le même cas. C'est une maladie qui se déclare plus tard. C'est une maladie qui est trop rapidement progressive, je sais pour vous tous, hein, mais qui permet quand même de vivre plusieurs années. Et donc, la société et les agences du médicament ne sont pas prêts à prendre des risques de toxicité par rapport à un vecteur qui est pas encore le bon. Donc, il y a un peu plus de... On doit plus affiner, si je peux dire. Et puis, il y a la difficulté de la production, puisque d'injecter une dose chez un enfant, chez un bébé, un nouveau-né, c'est pas pareil que d'injecter chez un jeune adulte ou un adolescent. Donc voilà pourquoi ça prend du temps. Il y a aussi eu pas mal de mauvaises nouvelles dans les approches de thérapie génique, où il y a eu à la fois chez les patients traités des décès, mais aussi beaucoup d'études qui montrent beaucoup de toxicité, et notamment beaucoup de toxicité sur les ganglions rachidiens postérieurs, qui malheureusement pour nous, sont justement un des organes qui ont les neurones clés qui sont importants pour l'ataxie de Friedreich. Et donc, cela fait aussi beaucoup ralentir, ça ralentit la recherche, parce que ça freine la recherche, puisqu'on est obligé d'aller
faire plus d'études de toxicité avant d'avancer. Mais voilà, donc je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais j'ai répondu pourquoi ça prend du temps. Ça ne sera pas miracle parce que c'est pour ça qu'il faut développer d'autres choses, parce qu'on ne pense pas pouvoir trouver un vecteur qui va pouvoir atteindre tous les neurones et toutes les cellules cardiaques. Et puis quand si la cellule n'est plus là, ce n'est pas la thérapie génique qui va pouvoir refaire venir la cellule. Donc, si les cellules sont si elles sont plus là, on ne pourra pas les corriger. Alors, maintenant, je vais vous poser une question très difficile à vous quatre, d'autant que vous êtes impactés aussi par tout ce qui se passe. Dans ce contexte si difficile, où les gens ont le moral à zéro, après ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui nous permet d'espérer? Question vaste. On a entendu que vous travaillez énormément et je vous tire mon chapeau parce que vous êtes très, très investi dans beaucoup de choses, y compris dans la taxi de Friedreich, et merci infiniment. Et depuis des années, ça veut dire que vous y croyez. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire partager vos lueurs d'espoir? Question difficile. Qui commence? Claire. Oui, moi j'ai envie de dire que, enfin je sais pas, je ne vois pas de pessimisme, je ne vois que de l'optimisme. Je trouve qu'on n'a jamais été dans une aussi bonne situation par rapport à la recherche aujourd'hui. Si on se replace il y a quelques années et qu'on compare le pipeline Farah d'il y a quelques années avec le pipeline de maintenant, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense qu'on est dans des molécules et des thérapies beaucoup plus innovantes aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 5 ans ou encore, ou pire, 10 ans. Moi, je vois que des raisons d'être optimiste. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec Hélène sur la question du traitement miracle. Ça, quelle que soit la recherche qu'on fait, évidemment, c'est pas raisonnable d'espérer le traitement miracle. Mais espérer un traitement, espérer améliorer, voire espérer, pourquoi pas, guérir, ça, bien sûr, on continue à y croire. Donc, il ne faut pas être pessimiste, il faut avoir confiance. La recherche n'avance jamais aussi vite que les patients le souhaiteraient, mais parfois, il y a quand même des bons. Les délais sont considérablement raccourcis aujourd'hui avec l'amélioration à la fois des techniques, comme on a vu l'automatisation, par exemple, sur le criblage des molécules. Ça raccourcit certainement le temps de l'étude. Ça raccourcit aussi le temps des délais administratifs derrière. Donc aujourd'hui, on parlait de 5 ans avant l'essai clinique et voire 5 ans après l'essai clinique pour les choses administratives. Aujourd'hui, c'est certainement beaucoup moins. Beaucoup plus de laboratoires, des techniques beaucoup plus innovantes, une meilleure collaboration encore aujourd'hui qu'hier entre les équipes au niveau international. Alors, Alexandra m'avait demandé de vous parler d'un sujet qui était le Critical Path Institute. Je ne sais pas si Myriam, elle m'a dit il faut en parler, donc bon, je ne maîtrise pas trop le sujet, je n'ai pas fait de diapo dessus. Mais donc, c'est donc en février 2021, a été lancé officiellement le Critical Path to Therapeutics for Ataxia. Donc, c'est un partenariat public-privé qui est organisé au départ par des instituts plutôt américains, dont la mission est d'optimiser les essais cliniques dans les ataxies héréditaires et accélérer le développement des thérapies, et donc qui regroupe des organisations de type Ataxia UK, Ataxia Global Initiative, National Ataxia Foundation, des industries, plusieurs industries, des communautés académiques. Donc c'est un espace neutre pour pré-compétitif de partage d'expertise et de données. Donc l'idée, c'est nous aussi de rentrer dans cet espace pré-compétitif pour les ataxies cérébelleuses, et ça s'est lancé en février 2021 officiellement. Donc, je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui arrivent d'un peu tous les côtés, mais je ne donne pas de message de miracle. Et je pense que c'est important. Moi, quand j'inclus un patient dans une étude, je lui rappelle toujours qu'il peut avoir le placebo. Je lui rappelle que participer à une étude, c'est presque plus un don de lui-même qu'il fait à la science que nous. Une étude, c'est des années de développement, c'est ensuite inclure les patients, c'est ensuite débroussailler tous les résultats, publier, et c'est long. Et quand vous participez à la recherche, c'est presque plus un don de vous-même pour la science qu'un bénéfice personnel. Mais pour autant, ouais, moi je suis très optimiste pour les années à venir. Oui.
Moi, je l'ai bien entendu sur pas mal de points. Et effectivement, il faut rappeler qu'un essai reste un essai. C'est-à-dire que ce n'est pas sûr que ça va marcher. C'est un essai. Mais en tout cas, C'est jamais sûr. Je vais vous donner l'exemple de la maladie de Huntington, parce que c'est vraiment tout récent. On avait 2 essais en cours d'oligonucléotides antisense à la Pitié-Salpêtrière qui se sont arrêtés, dont un qui s'est arrêté brutalement en cours, parce que le laboratoire a fait une étude intermédiaire et qu'ils ont décidé d'arrêter. C'était l'étude, l'analyse intermédiaire n'était pas en faveur d'un bénéfice-risque suffisant pour continuer. Donc, évidemment, c'était difficile pour tout le monde, pour les patients, pour les investigateurs. Et là, je me suis dit, attention, à chaque fois qu'on fait une étude, il faut toujours dire c'est de la recherche, c'est de la science, c'est de la recherche. Chacun fait du mieux qu'il peut. On donne jamais de message miracle. C'est pas bien du tout ça. D'accord. Merci. Alors, qui se jette à l'eau? Hélène? Je voudrais juste ajouter, en fait, j'ai beaucoup d'espoir, évidemment. J'ai plus d'espoir aussi quand je vois que la voix des patients est plus entendue maintenant. Les agences régulatrices du médicament, qui finalement sont les agences qui vont décider à la fin, écoutent de plus en plus les patients et sont preneuses même d'échelles d'évaluation qui incluent plus la patientèle et leur qualité de vie. Donc, ce que Claire vous a présenté, que nous, dans EFACS, on montre que l'ADL, qui est vraiment une échelle de la vie de tous les jours des personnes vivant avec le acide de Friedreich, pourrait rendre une étude plus courte et moins onéreuse, avec moins de participants qu'une échelle juste fonctionnelle neurologique. C'est un très bon message d'espoir. Il y a 10 ans, on ne pouvait même pas imaginer ceci. Maintenant, on l'a montré. Il faut encore convaincre les agences, mais les collaborations vont aider à accélérer la chose. Et donc, oui, l'espoir est là, je vous dis. On y arrivera avec un cocktail, avec plus d'espoir, de temps à autre de déception, mais qui nous apprennent beaucoup au labo, dans les échelles, dans les études. Merci. Je ne sais pas si, Hélène, tu as déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que tu veux reprendre? Vas-y, je t'écoute. Je peux reprendre, donc je peux être plus optimiste que ce que je disais sur la thérapie génique. Non, je pense qu'il y a enfin, je rejoins tout à fait ce que Claire et Myriam ont dit. Déjà, et j'ai répondu à Véronique qui avait posé la question, déjà quand on voit le nombre de molécules qui sont en phase 3, alors oui, il y en a qui font la phase 3 et qui ne vont pas à la phase d'après, hein, c'est toujours décevant, mais le nombre de molécules qui sont en phase 3, si on compare même par rapport à 5 ans, c'est énorme. Donc ça, c'est déjà, il y a beaucoup de molécules qui avancent et qui sont en développement. Si on regarde le nombre de boîtes pharmaceutiques, et pas seulement les petites boîtes, mais aussi les grosses boîtes qui se sont intéressées à la taxide Friedreich, et si ces boîtes se sont intéressées à la taxide Friedreich, c'est aussi grâce aux associations de patients et au fait que les patients sont très, très actifs et que leur voix est du coup entendue. Hein. Donc, je dois dire que vous connaissez Farah, mais Farah fait un rôle essentiel d'aller chercher des boîtes pharmaceutiques pour les amener dans le domaine de la taxide Friedreich. Hein. Donc, ils ont récemment, ils sont allés trouver 3-4 boîtes pharmaceutiques justement qui travaillent sur des approches de petite ARN pour essayer de faire des avancées dans le Friedreich. Et ils ont dit, venez voir, on va vous financer un petit peu pour que vous veniez voir ce que vous pourrez potentiellement faire dans notre maladie. Donc, je pense que c'est vraiment, non, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde. Et, je sais pas, il y a 20 ans, quand j'ai commencé sur cette maladie, on était 20 chercheurs autour d'une table, quoi. Si vous voyez le nombre de chercheurs et le nombre de personnes qui sont impliquées maintenant, que ce soit des chercheurs académiques ou privés, le nombre de cliniciens, toutes les connaissances qu'on a sur la clinique, c'est au contraire, je pense qu'on a beaucoup avancé. Alors, toujours pas assez rapidement, je sais, mais voilà, on va aussi vite qu'on peut, je crois. Tout à fait. Nous, on voit l'évolution depuis plusieurs années. Hein. Oui. Olivier, qui est plus jeune, mais déjà longtemps, déjà, ça fait combien d'années que tu travailles pour nous, enfin pour nous, entre autres? Depuis fin 2015, on va dire, début 2016. Mais non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Vous avez toutes les trois dit l'essentiel et je ne saurais pas quoi dire de plus. Si ce n'est que oui, en effet, il y a quand même une chance, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette maladie et de plus en plus.
Et c'est que en étant unis, les chercheurs, en collaborant entre eux, en mettant à disposition leurs données, en s'inscrivant sur les listes des bases de données, etc., qu'on y arrivera. Donc, dans un contexte où on veut de plus en plus nous séparer, je pense qu'il faut qu'on reste bien unis justement pour pouvoir y arriver. Alors, je vais reprendre exactement la même phrase pour l'association. Il faut absolument qu'on reste unis, notamment pour le nombre. Déjà être unis, mais ensuite, quand on se présente à la NSM ou à l'Agence du médicament ou ailleurs, et qu'on nous dit vous êtes 100, non, on n'est pas 100. Ah bon, vous êtes plus de 900. Alors là, les gens s'assoient au fond de leur chaise et ils disent on vous écoute. Donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on aille tous dans la même direction et on n'est déjà pas beaucoup, mais ça fera plus de force et avec Farah et avec tout le monde au niveau international, européen et international. Non, mais je pense qu'il y a eu tellement d'espoir sur la thérapie génique et on voit circuler tellement de choses sur les réseaux sociaux qu'il y a un moment donné, on se dit, bon, il faut un petit peu calmer les choses, mais comment faire? Parce qu'on est d'abord des humains, donc on espère, c'est normal. Voilà. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. On va peut-être vous libérer. Quelle heure est-il, le maître du temps? Et juste 19h30. Donc, est-ce que le maître du temps... Il a très, très bien fait son travail, le maître du temps. C'est quel timing. Je sonne. Un merci infini à tout le monde et puis à bientôt. Je pense qu'on Merci à vous tous. Vous êtes la source de notre travail. C'est réciproque. Hein. On est d'abord des hommes et des femmes et on travaille ensemble dans un même objectif. Bisous à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bonsoir. À tout le monde, à bientôt.